Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi en audience le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix salue le soutien de la Côte d'Ivoire aux actions de maintien de paix de l'ONU. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région. 825 francs CFA, le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de 2021 à 2022. Notez que cette décision, selon Kobenan Kwasi Adjoumani, dénote de la volonté du chef de l'État à garantir un revenu décent aux producteurs. L'indépendance de la société civile face aux partis politiques. On en parle également dans cette édition. La société civile, si elle pense jouer pleinement son rôle de défenseur de la société, se voit bien souvent taxée d'être à la solde des partis politiques. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse dans le dossier que nous propose ce soir Sidonie David. Mais avant, je vous le disais tantôt, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi en audience le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix salue le soutien de la Côte d'Ivoire aux actions de maintien de paix de l'ONU. Les échanges entre le chef de l'État et son hôte ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région. C'est ce que nous rapporte Viviane Aïma. Devant le courage et la bravoure dont a fait montre le premier contingent de casques bleus ivoiriens envoyé par le gouvernement pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, ce jeudi 31 mars, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dans un entretien que lui a accordé le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, a sollicité le déploiement à nouveau d'un contingent de casques bleus ivoiriens au sein de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Nous avons évoqué la situation au Mali et les efforts en cours en ce qui concerne notamment le volet politique, les discussions en cours sur la transition, les efforts pour encourager un accord sur ce point, efforts que les Nations Unies soutiennent. Nous avons également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire et la manière dont nous pouvons ensemble aider le Mali et toute la région à faire face à ces défis sécuritaires qui restent très préoccupants. Et à cet égard, nous avons parlé du rôle de la MINUSMA. La MINUSMA continue de travailler activement au service des populations, au service du Mali et de la sécurité dans ce pays et dans la région. J'ai dit au président de la République à quel point nous apprécions le service des soldats ivoiriens à la MINUSMA. En ce qui concerne la Centrafrique, nous avons également parlé de la situation dans ce pays et des discussions que nous avons en ce moment avec les autorités ivoiriennes pour un éventuel déploiement d'une unité, d'une compagnie de réaction rapide ivoirienne au sein de l'opération que nous avons en République centrafricaine, la MINUSCA. Donc ces discussions sont en cours. Nous souhaitons qu'elles puissent rapidement se concrétiser. Nous allons poursuivre ces discussions dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Mais en tout cas, nous sommes très positifs quant à cette perspective. Longtemps absente des opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique et dans le monde, la Côte d'Ivoire est devenue depuis 2017 le 23e pays contributeur. Dans le cadre de la MINUSMA, ce sont près de 1000 casques bleus ivoiriens qui ont été déployés au Mali, dont un bataillon militaire de 650 soldats. 4 casques bleus ivoiriens ont été tués dans une attaque des groupes armés terroristes le 13 janvier 2021. Voilà, agenda chargé pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui également a pris part ce matin à la levée de corps de la génitrice du ministre Ali Koulibaly. Adja Fatmata Fofana rappelait à Dieu le 20 mars dernier, cérémonie marquée par des prières pour le repos de l'âme de la défunte. C'était à la mosquée de la Riviera Golfe. On y retourne tout de suite avec Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody.
Cérémonie de levée du corps de Adja Fatoumata Fofana, génitrice du ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial du président de la République. Une cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a tenu à lui apporter soutien et compassion en cette période douloureuse. Cérémonie marquée par des prières formulées par les imams du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses pour le repos de l'âme de la défunte. Rappelé à Dieu le dimanche 20 mars dernier, Adja Fatoumata Fofana sera inhumée à Niéméné, dans le département de Dabakala. Et cette bien meilleure nouvelle, 825 francs CFA, le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire qui court d'avril 2021 à septembre 2022. Le prix reste donc inchangé. Information donnée ce jeudi par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural. Cette décision, selon Kobenan Kwasi Adjumani, dénote de la volonté du chef de l'État de garantir un revenu décent aux producteurs. Une décision évidemment applaudie, c'est ce que nous dit Jean-Luc Mambo. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2021-2022 est fixé à 825 francs le kilogramme. Une annonce et un tonnerre d'applaudissements. 825 francs CFA le kilogramme de cacao, comme lors de la campagne principale. Ainsi en a décidé le gouvernement pour la campagne intermédiaire, c'est-à-dire la période allant d'avril à septembre 2022. Comparé à l'année dernière, à la même période, il s'agit d'une hausse de 10%. Le prix pour la campagne intermédiaire avait été fixé à 750 francs CFA. Une réévaluation qui ravit les cacaoculteurs. Tout le monde s'attendait à 750 francs le kilo. Et à notre grande surprise, le chef de l'État annonce que le prix de la grande campagne serait reconduit. Pour le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, ce prix traduit surtout la volonté du chef de l'État de garantir un revenu décent aux producteurs de cacao. Le président de la République a toujours été soucieux du bien-être des producteurs de café cacao. Et c'est pour cela que chaque fois, quand l'occasion lui est donnée, il fait des efforts de sacrifices supplémentaires pour soutenir les producteurs de café et de cacao. Un sacrifice qui a tout de même un coût financier important. Nous sommes à 68% du prix CAF. C'est un effort considérable qui s'évalue à 60 milliards de francs CFA en considérant les 12 milliards de francs CFA déjà mis à la disposition des producteurs par le gouvernement pour juguler les difficultés engendrées par la pandémie à Covid-19. Le ministre a salué les performances de la filière qui continue de maintenir la Côte d'Ivoire au premier rang des producteurs de cacao. Le pays s'est également engagé sur les chantiers de la traçabilité de son cacao en vue de sécuriser de façon durable l'économie cacaoyère. Le prix du pain, lui, également reste stable. Il est de 150 francs CFA pour la baguette de 174 grammes et de 200 francs pour celle de 232 grammes, comme annoncé hier en Conseil des ministres. Vous le savez certainement, le gouvernement a pris des mesures face donc à la hausse des coûts du blé. Qu'en est-il sur le terrain au lendemain donc de cette décision? Constat avec Khalil Diomandé et Issaïo. Désormais, le prix du pain sur l'ensemble du territoire est fixé à 150 francs CFA pour la baguette standard de 174 grammes et à 200 francs CFA pour la baguette améliorée de 232 grammes. La décision a été annoncée ce mercredi en Conseil des ministres. Cette mesure vient pour maintenir l'équilibre du secteur et atténuer les effets de la hausse des coûts du blé sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Qu'en est-il sur le terrain? À Cocody-Mermoz, chez ces boulangers, l'ancien tarif est encore d'actualité. Les prix de baguettes sont à 150 pour le moment. À quelques encablures de là, dans cette boulangerie à Cocody-Blocos, le prix du pain est à 150 francs CFA. Mais pour 200 grammes à la Riviera Golf, le constat est quasi similaire qu'à Blocos. Normalement, le poids du pain est 300 grammes. Donc,
À la cuisson, ça fait les 1/5 du poids. Ça revient à 250. Donc on roule entre 250, 230, 240. Le pain va rester à 150 francs. Nous, on a déjà statué ça entre nous ici. Chez le consommateur, les avis sont plutôt mitigés. On veut que le prix reste à 150, même si le kilo est petit. On va se débrouiller avec. C'est une mesure qui tient compte des préoccupations des producteurs de pain et puis en même temps qui essaie d'avantager les consommateurs. C'est une très bonne initiative. Ceux qui veulent consommer le pain de 150 vont consommer le pain de 150 et pour certaines personnes vont consommer aussi le pain de 200. Ce tour des boulangeries a été l'occasion pour la population d'inviter le ministère du Commerce à plus de vigilance quant au respect des mesures prises par le gouvernement. La fixation du prix du carburant également d'actualité. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était sur le plateau du 20h ce 31 mars, aujourd'hui donc, pour apporter des informations sur le sujet. Thomas Camara a annoncé une hausse du prix du super. Le prix du gasoil, lui, reste le même. La reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Toutefois, les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation, et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super, qui passera de 635 francs le litre à 695 francs CFA le litre, soit une hausse de 60 francs CFA par litre, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gasoil, quant à lui, demeure inchangé à 615 francs le litre, pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. Cela correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards pour le seul mois d'avril 2022. Au total, l'État aura consenti un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et on poursuit en images avec cette information que nous rapporte Grace Kando. La signature électronique à la fonction publique est désormais une réalité. Et cette solution numérique vient d'être validée par les ministres de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et Roger Adom Félix de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. La première version, nous dit Grace Kando, a été présentée à travers une phase de démonstration. Nous en reparlerons avec notre reporter dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la mobilisation du secteur privé autour du financement du plan national de développement PND 2021-2025, un groupe consultatif se prépare. Il est prévu pour les 14 et 15 juin prochains, ici même à Abidjan. L'annonce a été faite ce jeudi. C'était au cours d'un dialogue de haut niveau entre le ministère du plan et du développement et les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, rencontre à laquelle participait Dangui Dangui. Après l'adoption du plan national de développement PND 2021-2025 par le gouvernement et les deux chambres du Parlement, l'heure est à la mobilisation des ressources pour son opérationnalisation.
Par exemple, sur près de 9 500 milliards de francs CFA de besoins d'investissement public de ce troisième cycle du plan national de développement, seuls environ 4 000 sont acquis, 5 500 milliards restent à mobiliser. La question était sur la table de cette rencontre de haut niveau entre le ministère du Plan et du Développement et les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire. L'essence de cette réunion aujourd'hui, c'est de créer un cadre de dialogue proactif, flexible, adaptable, qui sache répondre aux attentes des autorités ivoiriennes, la manière dont les partenaires au développement peuvent accompagner les autorités ivoiriennes sur ces priorités, de manière constante, de manière continue. Également au menu des échanges au cours de ce dialogue de haut niveau, les préparatifs du groupe consultatif que veulent organiser les autorités pour mobiliser le secteur privé autour du PND 2021-2025. Comment réunir la table ronde des bailleurs traditionnels, mais en expliquant l'attractivité de l'économie ivoirienne, en expliquant l'environnement attractif pour le secteur privé et associer ce secteur privé pour que déjà il commence lui aussi à s'engager. Le PND 2021-2025 projette un taux de croissance d'environ 7,6% et nécessite un niveau d'investissement de 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% financés par le secteur privé et 26% par le secteur public. Sa mise en œuvre devrait entraîner la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Piraterie, pêche illicite, lutte contre l'insécurité maritime, on en parle également dans ce journal. Pour plus d'efficacité dans la zone ouest africaine, eh bien, les chefs d'État de la CEDEAO ont mis en place le CRESMO. Le CRESMO, c'est le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, créé donc en juillet 2018. Le siège de cet outil, qui devrait permettre de mieux élaborer des stratégies communes en matière de lutte contre les menaces maritimes, a été inauguré aujourd'hui même. Il est situé à Angré, la Djibi, c'est dans la commune de Cocody. On y va avec Konaté Moussa. Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que seront élaborées toutes les stratégies de sécurisation maritime de l'espace ouest africain. L'édifice, situé à Angré Djibi dans la commune de Cocody, est mis en service en présence de plusieurs autorités de la CEDEAO, de l'armée et du gouvernement. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a octroyé le siège du CRESMO à la Côte d'Ivoire, un pays membre capable, avec des ambitions de développement affichées, remarquables. C'est le lieu donc de remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire d'avoir accepté de prendre la charge de ce siège. Piraterie, pêche illicite, pollution, trafic de tout genre sont entre autres menaces sécuritaires en mer. Représentant le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réitéré l'engagement de l'État ivoirien contre l'insécurité maritime. La Côte d'Ivoire a élaboré une stratégie de l'action de l'État en mer qui s'inscrit donc dans le cadre de l'architecture de Yaoundé, cadre de coopération et de collaboration et aussi de coordination de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Cette stratégie, mise en œuvre sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a permis la montée en puissance de la flotte navale ivoirienne, la réduction de l'insécurité maritime et la mise en place du CRESMO. Le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest a été créé le 31 juillet 2018 au Togo par les chefs d'État de la CEDEAO. Inauguré ce jour, le centre est dirigé par le contre-amiral Istafanus Moizo Albara, officier de la marine nigériane. Et on sera annoncé en France pour s'intéresser à présent à l'école de la deuxième chance. On y va à la faveur de la visite en France du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Kofi Nguessan, qui conduit donc en France une mission d'études. Il y a fait un tour histoire de s'imprégner du fonctionnement de cet établissement scolaire. C'est une école qui donne aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification et en quête d'emploi la chance d'une intégration sociale et professionnelle. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial, Hugues Hervé-Blé. L'apprentissage a été le point central du deuxième jour de la mission d'imprégnation du ministre Kofi Nguessan à Nancy. Dans la région du Grand Est français existe depuis de nombreuses années l'école de la deuxième chance EDC. Basée sur l'insertion professionnelle, elle reçoit des jeunes de 15 à 25 ans, leur fait découvrir un métier,
leur redonne des compétences, les aide à faire face aux problèmes financiers, de santé, de logement et autres freins sociaux qui les empêchent d'accéder à l'emploi. J'ai passé un stage, ils m'ont accepté et j'ai signé un CDI et maintenant je travaille maintenance, la réparation, démontage, programmation. Et c'est une expérience intéressante d'être passé ici? Oui, très très intéressante parce que ça aide les jeunes à trouver leur projet et leur but. L'objectif, c'est surtout un travail qui est fait par les formateurs référents qui accompagnent ces jeunes. Et l'objectif, il est souvent d'abord de leur redonner confiance. C'est souvent des jeunes qui ont été en échec scolaire. Et le travail de fond qui est fait, c'est leur prouver qu'ils sont capables de réussir dans la vie sans forcément avoir réussi des études. Résultat des différentes rencontres et des échanges, des idées pour impulser une dynamique nouvelle à la réinsertion des jeunes sans emploi et sans qualification, à la reconversion professionnelle. Je crois qu'on a compris le mécanisme de l'école de la deuxième chance. On a vu aussi le démembrement dans les départements et dans certaines villes de taille moyenne, comment les entreprises et à travers les plateformes ont émis leur souhait d'avoir des jeunes de qualification relativement pointue et comment l'école s'est adaptée et adapté ses programmes avec un appui des formateurs venus des entreprises pour les former au métier. Je crois que former au métier nécessite une certaine expérience et les entreprises, avec leurs personnels experts, ont aidé aujourd'hui à la création de cette école, la deuxième chance, dans cette région du Grand Est. La mission française du ministre Kofi Nguessan, qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale de proposer à la jeunesse des formations au métier ainsi que des stratégies de reconversion professionnelle, se poursuit à Paris. Sont prévues des consultations avec les hauts responsables du dispositif pour le déploiement en Côte d'Ivoire de l'école de la deuxième chance. Hugues Veblé, envoyé spécial à Paris. La conférence inaugurale des Africa Road Builders, couronnée par le trophée Babacar Ndiaye, du meilleur bâtisseur d'infrastructures routières, s'est déroulée aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a été désigné super prix. Notez que le lauréat recevra son trophée donc en mai prochain, ce sera au Ghana. Lassine Bakayoko, envoyé spécial à Abuja. Sa forte population, plus de 200 millions d'habitants, et sa production pétrolière, 3 millions de barils par jour, ont fait la puissance du Nigeria. Mais le géant du continent a aussi construit des infrastructures, notamment routières. Aujourd'hui, le Nigeria compte 200 000 km de routes, dont au moins 60 000 revêtues de bitume. Catalyseur de ce réseau routier dense et moderne, le président Muhammadu Buhari, distingué lauréat du trophée Babacar Ndiaye. Ce prix, qui porte le nom de l'ancien président de la Banque africaine de développement, tout un symbole. Il s'agit d'interpeller donc les chefs d'État et nos États, nos nations, afin que l'Afrique soit dotée de routes et de transports, j'allais dire, viables, développés pour les populations. Donc c'est une interpellation que nous faisons sous forme de récompense pour montrer les bons exemples du moment à tout le reste. Grâce à ce développement des infrastructures routières, le Nigeria a gagné 2,7% de croissance à 555 milliards de dollars en 2022. La stratégie du Nigeria, une synergie permanente entre le secteur privé et l'administration. En 2021, 12 projets autoroutiers ont été concédés au privé en vue de dynamiser davantage l'économie routière, notamment par l'introduction de péages destinés à lever des fonds. In the economic and social development of any country. Notre gouvernement a décidé de mettre l'accent sur les infrastructures routières, sur les liaisons entre notre pays et les autres pays voisins. Par exemple, la liaison entre Lagos et Abidjan. Ce sont des projets qui nous tiennent à cœur. Au plan interne, d'autres projets d'envergure sont en cours de réalisation, à l'image du 4e pont de Lagos, le pont Buhari entre Onitsha et Asaba, ou encore les passages supérieurs sur l'autoroute Lagos-Ibadan. Un boulevard sur lequel toute l'Afrique devrait s'engager pour son rayonnement. Aucun président ou aucun pays ne gagne le prix deux fois de suite. C'est un prix qui est tournant et donc nous félicitons, mais derrière et au-delà des félicitations,
c'est de dire vous avez bien fait, mais nous attendons mieux de vous. C'est aux prochaines assemblées annuelles de la Banque africaine de développement que le prix sera remis au lauréat, le président Muhammadu Buhari, à Accra, au Ghana. À présent, les chiffres liés à la Covid-19. 19 nouveaux cas, 4 guéris, 0 décès. Ce sont les chiffres du jour enregistrés donc par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Continuons de respecter les mesures barrières et surtout, faisons-nous vacciner. On en vient au dossier de ce soir, l'indépendance de la société civile face aux partis politiques. On en parle. La société civile, si elle pense toujours jouer pleinement son rôle de défenseur de la société, elle se voit bien, très souvent même, taxée d'être à la solde des partis politiques, d'être même leur porte-voix. Qu'en est-il réellement? Élément de réponse dans ce dossier, signé Sidonie Davila. C'est en 1990 que le concept de la société civile naît dans la plupart des pays africains. En Côte d'Ivoire, c'est à l'orée du multipartisme que la société civile s'est fortement développée en termes d'influence et de capacité d'intervention. À certains moments donnés de la vie de notre pays, il y a des organisations qui se sont mobilisées, qui ont permis de changer les choses. Vous vous souvenez de 1992 ? Lorsque le professeur Denis Segui et nos illustres anciens se sont mobilisés pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir le multipartisme, vous comprenez que ça a été aussi un moment fort de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, il y avait des organisations civiles telles que la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. La société civile, de façon générale, se définit comme étant ce qui n'est pas la société politique. Donc lorsqu'on retire la société politique, tout ce qui reste est considéré comme société civile. Mais il y a eu dans l'évolution l'apparition d'une nouvelle variante de la société civile qui est incarnée par les ONG. Cette réalité-là est relativement jeune. Défenseurs des droits de l'homme, ONG, syndicats, associations ou organisations, quel que soit le nom qu'ils se donnent, les acteurs de la société civile partagent tous un même idéal. Par essence même, la société civile est différente des partis politiques. Parce que les partis politiques sont des régulateurs, alors qu'une société civile se veut l'interface entre les populations, la base et l'État. La société civile a une mission de contre-pouvoir pour veiller à ce que celui qui est au pouvoir n'abuse pas du pouvoir. Faire connaître et mieux représenter les intérêts des citoyens auprès de l'État, c'est le rôle des structures de la société civile. Dans l'exécution de sa mission, son indépendance doit être préservée. Une indépendance qui est souvent pointée du doigt par les populations. Il y a certaines organisations, malheureusement, qui sont de connivence avec certaines chapelles politiques qui, à la fin de l'année, font des rapports qui font la part belle à certaines obédiences politiques. Elle ne joue pas le rôle, n'est-ce pas, qu'elle devrait jouer, parce que quand on voit en Europe, ce sont ces organisations-là, n'est-ce pas, qui obligent nos dirigeants de pouvoir regarder le peuple comme il se doit. Mais quand on voit un peu tout ce qui se passe, on a l'impression même que c'est des clubs d'amis. De plus en plus, on constate des violences faites aux enfants, la maltraitance sur les enfants, la maltraitance même sur les femmes qui souffrent en silence et tout ça. Alors, on ne voit pas le rôle véritable des ONG. Il faut le reconnaître, ils sont beaucoup influencés par les politiques. Accusés à tort ou à raison de faire le jeu des pouvoirs publics, la société civile s'en défend. Il peut arriver qu'un parti politique et une organisation de la société civile aboutissent au même résultat dans une analyse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces deux entités-là font le même travail. Dans les missions et dans les objets, naturellement, il peut arriver des moments où il y a une sorte de collision. Société civile et partis politiques, pour l'un comme pour l'autre, c'est un engagement commun qui les lie, à savoir le bien-être des populations. Je retiens que
C'est peut-être les gens qui veulent discréditer la société civile et qui pensent qu'elle est manipulable. Mais il faut voir la justesse des problèmes que la société civile pose. Si vous avez un projet de loi à l'Assemblée nationale, la société civile, une organisation de la société civile peut avoir un avis à donner. Mais évidemment, l'organisation ne sera pas entendue par l'hémicycle ou par le Sénat. Donc, dans ce cas, l'organisation approche un parti politique qui est un groupe parlementaire ou un député tout simplement pour porter sa voix. C'est pareil au niveau politique. Donc, il y a une collaboration nécessaire qui s'impose. L'indépendance dans l'action, la société civile la revendique. La société nous juge. Donc la société est bien placée pour voir que celui-là, il dit il est société civile, mais en la vérité, il est vendu. La société va le sanctionner. Ce sont les organes de la société civile qui doivent se positionner comme lanterne en remplissant des fonctions assez claires, sans se compromettre, en faisant des propositions, de sorte que la société se porte mieux. Pour la force qu'elle représente, la société civile est encouragée à œuvrer pour la cohésion sociale. J'exhorte surtout la société civile à œuvrer dans cette recherche de la cohésion sociale qui est très important, qui doit servir de ciment entre les différentes populations. C'est donc à juste titre que la société civile participe au dialogue politique qui est aujourd'hui à sa 5e phase. Ce dialogue politique signifie simplement que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Les sujets sont débattus sans a priori aucun. Le plus important, c'est qu'au sortir de ce dialogue, la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation nationale. ONG, associations, organisations, pour ne citer que celles-là, ces structures de la société civile travaillent de façon bénévole et beaucoup parmi elles bénéficient d'aides extérieures. Voilà, la société civile, quelle indépendance face aux politiques, un dossier que nous proposait Sidonie Davila, dossier qui met un terme donc à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur RTI.